Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une émission un peu scientifique que nous vous proposons ce soir. À travers l'émission, nul n'est censé ignorer la loi. Nous parlerons de la vérité judiciaire dans le procès pénal. Et notre invité pour en parler est M. Ousmane Maïga. Il est doctorant en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine, c'est en France. Bonsoir, M. Maïga. Bonsoir, madame. Merci de passer sur le plateau de Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, avant de parler de la vérité judiciaire dans un procès pénal, comme je l'ai dit, on va parler des généralités lorsqu'on parle de vérité en justice. Alors, dans un dossier donné, et quels sont les types de vérité qui sont recherchés par le juge afin de pouvoir prononcer une décision? Alors, le juge il est saisi déjà d'un fait. Ce fait établit une certaine réalité de quelque chose. Et il s'agira pour lui de se prononcer sur cette chose. Est-ce que cette chose est conforme à la loi? Est-ce que cette chose est conforme à ce qu'on a vu? Ou bien est-ce que cette chose est conforme à ce qu'un autre juge a pu dire? Ou à la limite, est-ce que cette chose est conforme à ce que la science peut dire? Donc, parmi ces éléments, nous avons 4 types de vérité. Est-ce que la chose elle est conforme à ce que l'on a vu? Ça, c'est une vérité factuelle, c'est-à-dire un témoignage, par exemple. Est-ce que la chose elle est conforme à ce que la loi a dit? Ça, c'est la vérité juridique. Est-ce que cette chose elle est conforme à ce qu'un autre juge a pu dire? Ça, c'est la vérité judiciaire. Maintenant, est-ce que cette chose elle est conforme à ce que la science peut dire? Ça, c'est la vérité scientifique. Alors, on va les prendre peut-être une à une. Comment ce type de vérité-là se construisent-elles, on va dire? La construction de ce type de vérité est propre aux personnes qui sont peut-être appelées à se prononcer sur une affaire. Par exemple, lorsque la vérité elle est factuelle, c'est-à-dire elle vient de vous et moi, il s'agira pour nous de dire, par exemple, oui, j'ai assisté, par exemple, à un vol. J'ai vu quelqu'un entrer dans une maison. Là, c'est le témoin qui parle. Ça, c'est le témoin qui parle. D'accord. Maintenant, le scientifique, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon pénaliste, la science forensique, ce sont des spécialistes qui peuvent venir, voilà, s'il y a effraction, ils peuvent venir voir voilà, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce qu'il y a des ADN, des traces qu'on peut retrouver, la constatation des faits. Donc ça, c'est la vérité scientifique. Maintenant, judiciaire, il peut exister voilà, qu'un même type de fait ait existé dans le passé, qu'un autre juge s'est prononcé là-dessus. Donc, cette vérité, elle est judiciaire. Maintenant, la vérité juridique, c'est par exemple, on prend le cas du vol. On dit le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Ça, c'est ce que la loi dit. Maintenant, est-ce que le fait qui est là, c'est un vol ou pas? Le juge va aller regarder dans la loi pour voir si l'acte qui a été posé répond à la définition de la loi. Donc ça, c'est la vérité juridique. Alors, est-ce que ces vérités-là, au-delà de leur diversité, peuvent quand même se rapprocher d'une certaine façon? Oui, ces vérités peuvent se rapprocher, mais tout dépend de l'intime conviction du juge. Parce que le juge, c'est comme la disposition de la loi pénale au Burkina Faso, le code de procédure pénale, qui dit toutes les preuves, que la preuve soit scientifique, vérité scientifique, qu'elle soit juridique, vérité juridique, c'est-à-dire de la loi ou une règle de droit, qu'elle soit factuelle, c'est-à-dire un témoignage ou un aveu, toutes ces preuves-là sont admissibles en droit pénal. Et c'est seulement le juge qui, maintenant, va essayer de faire un recoupage de ces éléments-là afin d'établir, lui, sa vérité. Donc, sa vérité-là peut être conciliable. Comme je le disais, on va s'intéresser particulièrement à la vérité judiciaire dans le cadre d'un procès pénal. Comment on la construit? Vous l'avez un peu évoqué. Est-ce que vous pouvez encore donner des détails là-dessus? Alors, la vérité judiciaire, elle est un peu particulière parce qu'elle découle de l'intime conviction du juge. L'intime conviction, c'est quoi? C'est le juge qui va choisir quel élément il peut considérer au détriment de quel élément. Par exemple, si la vérité est factuelle, si le témoignage ne concorde pas, ou il y a des éléments qui lui font douter, il peut décider de les écarter. Ou bien si la vérité scientifique ne concorde pas, s'il y a une autre vérité scientifique qui vient, par exemple, contredire une première vérité scientifique, le juge peut choisir de l'écarter. Ou bien si dans la procédure même judiciaire, si par exemple lors des enquêtes, la police judiciaire a amené à faire des bavures, et il peut décider de retirer des éléments
qui ont été apportés lors, par exemple, de la perquisition ou lors de l'interrogation, ou si le procès verbal qui a été établi viole une certaine normalité, il peut décider de le retirer du dossier. Donc en ce moment, c'est le juge qui décide pleinement de qu'est-ce qu'il peut considérer comme vérité pouvant rentrer dans le cadre de la construction de lui sa vérité. Autrement dit, les autres types de vérités peuvent être utilisés pour définir la vérité judiciaire. Oui, effectivement, c'est ça. Mais est-ce que cette vérité judiciaire-là, elle est absolue? Elle n'est pas absolue. Déjà lorsque je parle de vérité judiciaire qui découle de l'intime conviction du juge, le juge, c'est une personne humaine, c'est une personne qui est animée d'émotions. Donc, nous, notre rôle en tant que justiciable, peut-être en tant qu'infracteur, c'est celui qui a commis l'acte infractionnel. Ou bien en tant que victime, celui qui a subi le préjudice de l'acte infractionnel. On peut toucher sa sensibilité par notre argumentaire. Et en ce moment, s'il peut choisir de nous écouter, de donner droit à notre vérité et puis construire sa vérité. Donc vous pouvez comprendre que cette vérité qui est relative, elle n'est pas absolue. Elle peut être contestée. Dans quelle situation, par exemple? Par exemple, si vous estimez que le juge n'a pas donné droit à votre requête, il a retiré des éléments de preuve, il n'a pas écouté votre témoignage ou bien il n'a pas pris en compte vos éléments scientifiques que vous avez rapportés. Il y a des voies de recours qui existent. Déjà, il faudrait que je précise que ça dépend Il y a plusieurs types de juges pénals. Mais lorsqu'on parle de vérité judiciaire, c'est vraiment le juge qui donne la décision. Si vous n'êtes pas d'accord c'est-à-dire à la première étape de la procédure, vous pouvez, par exemple, saisir un autre juge pour dire voilà la décision qui a été rendue par le premier juge, je ne suis pas d'accord, je veux que vous révisitiez dans les faits et en droit pour que une autre vérité puisse être dite. Alors, M. Maïga, parlons de cette fameuse expression que le juge prononce souvent pendant l'interrogatoire. Juste avant l'interrogatoire, on va dire, et jurer de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Cette expression, c'est un serment et c'est une expression qui est dédiée au témoin. Le témoin, ça peut être un expert qui vient dire ce que son travail d'expertise a rapporté. Ça peut être une personne comme moi qui a été témoin oculaire ou auditif d'un fait. En ce moment, le juge vous demande de dire ce que vous avez vu, par exemple. Est-ce que ce que vous avez vu vous attestez que c'est réellement ça? Est-ce que ce que vous avez vu rentre dans le cadre de ce qui est établi comme fait? Et quand vous faites ce serment-là, vous vous engagez. Si toutefois le juge découvre après que vous avez menti, vous pouvez faire l'objet de poursuites judiciaires également. Et quand on dit de jurer, c'est sur quoi on jure finalement? Jurer, c'est-à-dire vous dites que c'est sur votre bonne foi. C'est sur aussi l'intégrité de la justice. Parce que la justice est au-dessus de tout. Donc quand vous jurez, c'est comme la justice, elle est rendue au nom, par exemple, au Burkina Faso, au nom du peuple burkinabé. Donc vous jurez, vous prenez, vous faites tout le monde à témoin, vous dites que ce que je suis en train de dire, je le dis en considération de tous ceux pour qui la décision va être dite. Donc je m'engage et je prends la responsabilité si toutefois demain, ce que j'ai dit n'est pas ça. Alors, vous pouvez peut-être me poursuivre pénalement ou civilement. Si toutefois cette vérité que vous avez dite peut porter préjudice soit à la société ou soit à un individu. Et parlons de cette vérité judiciaire. Est-ce qu'il peut arriver que cette vérité s'avère être fausse, on va le dire, comme ça par la suite, être une erreur? On a vu par exemple dans certains pays, je ne sais pas pour le Burkina, où des citoyens ont été condamnés et plusieurs années après, on s'est rendu compte qu'en réalité, on ne devrait pas le faire. Qu'est-ce qu'on fait en pareille circonstance? Alors déjà, pour titiller un peu les téléspectateurs, ces mêmes erreurs judiciaires existent aussi au Burkina Faso parce que nous avons tantôt dit que la vérité judiciaire elle est relative, elle n'est pas absolue. Donc lorsqu'une vérité judiciaire est dite et qu'après l'on se rend compte qu'il y a une erreur parce que ça peut être des éléments de preuve qui ont été pris qui n'attestent pas de l'effectivité, de la réalité même des faits infractionnels. En ce moment, vous en tant que vous êtes victime de cette erreur-là, d'auteur, vous passez victime. Il y a des voies de recours qui vous sont reconnues. Premièrement, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du juge, vous pouvez faire appel. Si vous faites appel que vous n'êtes toujours pas d'accord, vous pouvez saisir le juge de cassation, afin que lui, son rôle, ce n'est pas de juger l'affaire dans les faits. Lui, il ne va pas se prononcer sur
la vérité factuelle. Non. Lui, son rôle, c'est de se prononcer sur la vérité juridique. Est-ce que le juge a suivi la loi? Maintenant, si le juge en cassation donne une décision qui ne vous satisfait pas, on va se retrouver dans un autre cadre. Vous pouvez demander à ce qu'une révision soit faite. Et ça, c'est à la chambre criminelle de la Cour de cassation de se prononcer. Mais vous, en tant que justiciable, vous n'avez pas cette faculté de saisir directement cette chambre. C'est une commission qui existe. En France, par exemple, la commission existe. Au Burkina, je ne sais pas. Mais je crois que comme nous répondons aussi au droit romano-germanique, cette chambre elle existe. Donc c'est au justiciable de saisir peut-être son avocat qui va saisir cette chambre-là, afin que cette chambre-là puisse saisir et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Et si par exemple on prend le cas de quelqu'un qui a par exemple purgé plusieurs années de peine après une condamnation et après on se rend compte que c'était une erreur, la personne n'est pas coupable, justement comment est-ce qu'on peut procéder à une réparation? Toutes les années qui sont passées, c'est une vie. Justement. Elle a passé sa vie, peut-être elle a perdu son travail, sa femme peut-être peut décider de partir, ses enfants peuvent... Sa réputation. Voilà, donc il y a des préjudices, il y a un taux de préjudice qui peut être évalué. Le préjudice peut être moral, ça peut être psychologique, ça peut être aussi émotionnel. Il peut demander effectivement, parce que voilà, c'est l'État qui a fait l'erreur, et c'est l'État qui a conduit ce monsieur-là voilà, en prison. Donc il peut demander à ce que réparation soit faite. Parce que là, tout de suite, est-ce que vous avez des exemples comme pareil? En France, si. Au Burkina, non. Oui, en France, oui, il y a des réparations qui ont été faites par rapport à des personnes qui ont été condamnées. Je me rappelle d'une affaire où le monsieur, son ADN a été retrouvé sur le corps d'une victime. Et la personne a fait plus de 30 ans. Hein. Et à la 30e année, on retrouve son ADN encore sur une autre victime, pendant qu'il est en prison. Donc, ça a interrogé un peu, en fait, le juge d'instruction. Comment se fait-il que ce monsieur puisse être en prison, qu'on retrouve son ADN? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une blouse. Lorsqu'il partait chez Conquête, il laissait toujours sa blouse. Donc, la première victime a dû porter cette blouse-là et que ses poils se sont détachés, sont restés sur la blouse. Et au moment du décès de cette dernière, ils ont retrouvé ces poils-là sur cette dernière. Et la même chose pour la deuxième. Mais, vu qu'il était en prison, ils ont conclu à ce que ce n'est pas possible. Il ne peut pas être en prison et aller tuer quelqu'un. Donc il y a une enquête qui a été ouverte et l'enquête a permis de déterminer une autre personne qui commettait en fait ce type de violence-là. Donc elle a été libérée et elle a demandé à ce que toutes les années qu'elle a passées en prison soient réparées. Et cela a été fait. Alors on peut prendre aussi un exemple contraire, hein, et un accusé qui a été blanchi dans une affaire donnée et après on se rend compte que la vérité judiciaire n'a pas été dite. Qu'est-ce qu'on fait pour établir à nouveau sa culpabilité, on va dire? Il y a cette question aussi de l'autorité de la chose jugée qui est là. Okay. Si le juge, par son intime conviction, décide que voilà, la personne peut être relaxée parce que voilà, il n'y a aucun élément probant qui atteste de son implication dans la commission d'un acte infractionnel. Alors, si la victime, c'est-à-dire ceux qui estiment que celle-là devait être en prison, et n'usent pas des voies de recours, que la chose prend le sceau de la chose jugée, et c'est difficilement qu'on puisse revenir encore condamner cette personne, sauf si il y a des éléments qui réapparaissent, qui vont permettre au juge d'instruction d'instruire un dossier et puis poursuivre cette personne, mais pas pour les faits pour lesquels elle a été déjà, elle a fait l'objet de jugement. Parce qu'il y a un principe en droit pénal qu'on appelle le principe non bis indem, qui veut dire non, on ne rejuge pas une même affaire deux fois. Monsieur Maïga, avant de poursuivre, nous allons suivre un élément. Il résume un peu la compréhension générale de la vérité judiciaire par les citoyens. Et on va prendre le cas pratique du procès emblématique Thomas Sankara et 12 autres. Nous suivons ce élément signé de Draman Guéni. 5 mois d'audience, une centaine de témoins écoutés et 14 accusés dont 12 comparants. C'est l'un des plus grands et vieux dossiers judiciaires vidés le 6 avril dernier. Des peines parfois très lourdes sont prononcées, mais le public est toujours resté sur sa soif. De toute l'instruction, aucun aveu, encore moins de déclarations de co-accusés ou de témoins,
ne désigne formellement les bourreaux des 13 suppliciés du 15 octobre 1987. Où se situe la vérité qui a forgé la conviction du juge? Certainement dans la concordance des faits. Mais le temps que l'instruction a pris et les expertises mises en place, le citoyen s'attendait à un ou des noms. Un nom sur le visage du criminel, le mode opératoire du commando et le cerveau du coup d'État. La justice est rendue, mais le flou subsiste toujours dans l'esprit du justiciable. Les principaux accusés sont condamnés, mais l'audience n'a pas permis d'apprendre mieux que la version qui circulait depuis des décennies. La vérité perçue comme la réalité des faits est-elle accessible à la justice? Pas forcément, sauf la vérité juridique qui est prédéfinie par la loi. En l'absence d'aveu, de pièces à conviction ou encore de flagrant délit, la décision de justice va toujours faire douter, surtout le condamné. Voilà, retour sur ce plateau avec notre invité. Je rappelle que nous recevons M. Ousmane Maïga. Il est doctorant en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine en France. Et avec lui, nous parlons ce soir de la vérité judiciaire dans le procès pénal. Alors, M. Maïga, dans le cadre du procès Thomas Sankara, la décision a été rendue, mais pour vous, est-ce que la vérité a été dite? Oui, une vérité a été dite. Une vérité, oui. Pas la vérité. La vérité ne pourra jamais, j'ai coutume de dire, la vérité ne peut pas être dite par la justice. La justice dit une vérité. Et cette vérité, c'est la vérité judiciaire. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que cette vérité-là rentre dans le cadre de l'assentiment de la population? Est-ce que cette vérité-là a respecté la configuration des autres vérités que j'avais citées, judiciaire, oui, juridique, scientifique ou factuel. Là, peut-être la question, est-ce que dans le procès Thomas Sankara, la vérité judiciaire qui a été dite a pris en compte d'autres vérités? Je dirais oui. D'autres vérités ont été prises en compte parce que... Lesquelles, par exemple? Les témoignages sont des vérités factuelles qui ont été prises en compte. Maintenant, est-ce qu'il y a des vérités scientifiques qui ont été prises en compte? Justement, on n'a pas su, par exemple, qui tenait la balle qui a tiré sur le président et ses compagnons. Il n'y a pas de nom. Est-ce qu'on peut dire que la vérité scientifique a été dite dans ce procès précis? La vérité scientifique va découler au fait de l'établissement. C'est les balistiques qui vont déterminer au fait, le type de balle qui a été utilisée, par exemple, qui détenait en ce moment-là l'arme qui a projeté cette balle, et c'est à partir de cela qu'on peut déterminer qui a tué. La vérité scientifique ne veut pas dire, ne veut pas identifier dans ce cas précis une personne, mais il y a des éléments qui vont permettre de savoir qui l'a fait, parce que il y a la balle qui est là, la balle va être identifiée à l'arme et on va chercher à savoir qui tenait l'arme au moment des faits. Mais je crois que vu le temps qui a écoulé, plus de 30 ans, je ne sais pas si on pourra encore retrouver au fait, ces éléments de preuve-là pour déterminer au fait, une personne qui réellement a pu tirer. Et aussi, est-ce que le Burkina Faso détient une certaine technologie pour permettre la manifestation d'une telle vérité scientifique? Et des années après, surtout. Surtout des années après. Je crois que c'est complexe. Alors, à la lumière de tout ce que vous dites, est-ce qu'on peut dire que la vérité judiciaire est véritablement comprise par les justiciables burkinabés? Non, elle n'est pas comprise, mais ce n'est pas de la faute du justiciable aussi, parce que l'État a un grand rôle à faire. Par exemple, nous, dans le cadre de ma thèse, dans mon laboratoire, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle la médiation scientifique. C'est de sortir, de croiser des gens, de leur parler de ce qu'on fait, dans un langage accessible. Justement. Et ici au Burkina Faso, on a plusieurs langues. C'est vrai que le français est la langue officielle, mais tout le monde n'est pas allé à l'école. Pourquoi pas instituer des langues qui vont permettre à ceux qui n'ont pas cette chance d'accès à la langue officielle de pouvoir au moins savoir quelques notions juridiques ou judiciaires. Si cela est fait, je crois que le justiciable pourra même avoir accès à la justice. Parce que de tout ce que j'ai pu dire, je sais qu'il y a des gens qui vont toujours se poser la question, mais c'est quoi finalement la vérité? Justement, voilà. Parce que pour beaucoup, la décision a été rendue, le verdict a été prononcé, ça voudrait dire que la vérité a été dite, alors que ce n'est pas forcément le cas. Oui, par exemple, l'assentiment populaire. On veut justement savoir qui a tué le président. On veut aussi peut-être savoir qui a commandité.
on veut aussi peut-être savoir qui était témoin. On veut aussi peut-être que des gens puissent venir en fait, faire des aveux. Tout ça, c'est ce que les gens veulent. Mais est-ce que le juge, c'est son rôle de dire, de contraindre, par exemple, dans le cas de l'aveu, de contraindre quelqu'un à venir dire « c'est moi qui ai tiré ». Est-ce que le juge, il a la capacité aussi d'investiguer? Parce que le juge de jugement, il peut le faire, mais son rôle, c'est de recevoir des dossiers qui ont été instruits. Le juge d'instruction a fait son travail, le parquet a fait son travail. Lui, il ne fait que s'en tenir à ces éléments de preuve qui sont, c'est-à-dire à l'ensemble de ces vérités qui sont versées sur sa table afin de pouvoir prononcer son verdict. Et parlant de cette non-compréhension de la vérité judiciaire par les justiciables, quelle pourrait être la conséquence de cette situation et sur le fonctionnement même de la justice burkinabé? Simplement, les gens ne vont plus avoir confiance à la justice, ça il faut le dire, parce que lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, vous n'allez pas vous donner à quelle joie à vouloir avoir accès à cette chose. Donc déjà, il y a ce problème aussi de confiance de la justice qui va se poser. Et une autre chose, les gens ont préféré se faire justice eux-mêmes. Parce qu'ils vont se dire, ben, écoutez, on va en justice, tout le monde sait que c'est telle personne qui a commis l'acte. Mais le juge, ce n'est pas cette personne-là. Pourtant, on l'a vu. Ça pose problème. Donc, pourtant, en droit, il ne s'agit pas, c'est comme on le dit, il ne s'agit pas de savoir, mais il s'agit de prouver ce que l'on sait. Peut-être on va dire un mot sur le domaine dans lequel vous évoluez, et un doctorat en droit privé et sciences criminelles. Qu'est-ce que vous pourriez apporter à votre pays, le Burkina Faso, à la fin de vos études? Je me spécialise en criminologie légale, et je suis pénaliste de base. C'est aussi apporter au fait des connaissances nouvelles, surtout dans le domaine, on parlait tout à l'heure de la vérité scientifique, dans le domaine scientifique. Aussi habituer ceux qui sont chargés d'administrer la justice, les magistrats, les éléments de la police judiciaire, à s'appréhender de la question pénaliste. Parce que c'est une question qui est très complexe. Elle n'est pas comprise par tout le monde. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des choses qui sont scientifiques. Et lorsque vous-même déjà, scientifiquement, si vous n'avez pas de base, vous ne pourriez pas transmettre le message dans un langage accessible. Donc déjà faire un travail en amont pour que voilà, cette science pénale puisse être comprise déjà par les praticiens, en même temps puisse être comprise aussi par les justiciables. Aussi, mon domaine de prédilection, c'est d'enseigner. Parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Et là, en France, je suis attaché d'enseignement à l'Université de Lorraine. Et pourquoi pas venir dans mon pays apporter cette connaissance aussi. Justement, vous parlez de la France, à vous écouter, on a l'impression que ce sont des domaines un peu pour les pays développés. Est-ce que vraiment c'est la priorité pour les pays comme le Burkina Faso? Oui. La justice a toujours existé au Burkina Faso. Traditionnellement, lorsqu'on prenons par exemple l'organisation traditionnelle, le roi qui est saisi, il dit une vérité. La justice, elle a existé. Dire que c'est quelque chose de l'Occident, je me dis que c'est souvent mal compris. C'est pas quelque chose de l'Occident, c'est quelque chose que nous-mêmes on peut s'approprier parce que les bases de la justice même ont été calquées sur la justice africaine. Parce qu'en France, on le voit lorsqu'on fait nos études, on voit souvent que voilà, il y a des tests qui ressortent d'Afrique, il y a des éléments procéduraux qui sont purement africains. Et donc, pourquoi pas penser à ce que voilà, nous-mêmes, Burkinabés, on puisse se donner à fond pour que la justice soit africanisée. Merci, monsieur Ousmane Maïga. Ça fait plaisir de recevoir des invités qui viennent un peu de l'extérieur et ça nous fait comprendre donc que vous nous suivez depuis l'extérieur. Oui. D'accord. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau et je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé de la vérité judiciaire dans le procès pénal et je rappelle que vous êtes un doctorat en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine en France. Merci d'être passé et bon retour. Voilà, merci chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. On se donne rendez-vous le mois prochain et on se dit donc à très bientôt.